Lacan, nous et le réel, 71e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Je voudrais vous parler aujourd'hui, essayer de ramener quelques éléments autour de l'approche que nous avons faite jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une petite phénoménologie du rapport de la mère à l'enfant, et d'essayer de percevoir les conséquences que ça peut avoir, notamment par rapport à cette notion, on l'a vu, complexe du phallus et du rapport à l'autre avec un grand A. Puisque je vous rappelle que ce qui a été découvert par Freud, mais Lacan en a fait quelque chose de beaucoup plus logifié, je dirais, c'est-à-dire le déploiement d'une logique grâce au rapprochement avec les travaux de Ferdinand de Saussure qui sévissait à la même époque que Freud et donc dont Freud ne pouvait pas user. C'est pour ça que Freud parle de signifiant en termes de Vorstellung Repräsentanz, tandis que Lacan, on l'a vu, établit ce qu'il appelle son graphe à partir des travaux de Ferdinand de Saussure et de l'écart qu'il y a entre signifiant et signifié, qui, justement, chez Lacan, lui permettent d'établir ce qu'on appellera, ce qu'il appellera, et que nous reprendrons par la suite, et qui nous permet de comprendre un peu la manière dont ça se passe pour les sujets aujourd'hui, leur égarement dans le langage et la parole, puisque c'est nulle part ailleurs que nous pouvons situer ce qui s'appelle le malaise dans la civilisation, c'est que le sujet est égaré dans la tour de Babel. Les discours, non seulement donc les structures, mais aussi la déliquescence des discours, puisque nous l'avons déjà assez vu, aujourd'hui le discours du maître tel qu'il est apparu de manière très formelle et mathématique chez Lacan, avec, je vous le rappelle, donc un S barré en position de vérité, c'est-à-dire le sujet, hein, c'est quand même la place de la vérité, c'est celle qui est occupée par le sujet, va donner dans la verticale un semblant, le signifiant 1, qui, au-dessus de la barre, vient en lieu et place donc de ce qui reste sous la barre et donc qui est refoulé du sujet, pour s'adresser à un signifiant 2 et donc faire chaîne entre signifiants pour procéder donc à une production, mais puisque chez le discours du maître, tout cela s'assimile à une évacuation du petit a, qui est justement le petit bout de réel, non pas en tant qu'il est matériel, mais qu'il est un élément de discours qui prend teneur de réel pour la chaîne signifiante. Que ce discours du maître-là a été aujourd'hui remplacé, disons, s'y est substitué le discours capitaliste. Et ce à quoi nous assistons dans les délires aujourd'hui autour de la science, du scientisme, de la politique et du retour du nazisme, comme on a pu le voir sous une forme très précise, qui produit justement une forme de non seulement de discours, mais ce discours-là, donc le discours capitaliste, va induire quelque chose qui s'appelle le sujet de la science, hein, qui est ce sujet-là qui croit en un grand autre, qui serait la science. Donc nous allons y revenir par différents aspects, mais nous commençons donc par un retour à un texte qui importe beaucoup pour Lacan, c'est le texte d'Elia Sharp qui s'appelle
Dream Analysis. Et Elia Sharp est une psychanalyste absolument remarquable. Donc Lacan en parle dans Le désir et son interprétation. Et il s'agit de suivre pas à pas la pratique analytique d'interprétation des rêves, mais aussi la manière de mener une cure analytique qui caractérise Elia Sharp. Et évidemment, grâce à la lecture qu'en fait Lacan, nous allons accéder à certaines dimensions qui vont nous permettre d'éclairer et de déployer un peu la petite phénoménologie de ce rapport de la mère et l'enfant, qui a commencé il y a déjà un certain temps avec cet échange de regards qui nous a permis d'introduire cette notion de phallus notamment, mais aussi de montrer que l'origine des problèmes que nous devons poser, parce que résoudre un problème, c'est déjà le poser. La manière de poser le problème, c'est déjà le problème, parce qu'il n'y a pas seulement de mauvaises réponses aux questions, il y a surtout de mauvaises manières de poser les questions, et particulièrement de poser les problèmes. Quand les termes sont inappropriés et que les fondements sur lesquels le problème doit reposer ne sont pas correctement établis, eh bien, il n'y a aucune solution possible. Comme disait Marcel Duchamp, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que la manière de poser correctement le problème fait défaut. Donc nous essayons à chaque fois de revenir à cette origine mythique, donc de ce rapport de la mère et l'enfant. Et nous avons vu que à partir de cet échange de regards, se passent beaucoup de choses qui vont concerner la progressive autonomisation de l'enfant par rapport à la mère. Autonomie, je vous rappelle, étymologiquement, donc nomos c'est la loi, autos c'est soi, donc la manière spécifique dont chacun se définit par rapport à une loi. La loi même, puisqu'il n'y a pas d'autre loi que la loi du désir pour l'enfant. Le désir fait la loi au sujet, le langage fait la loi du désir. Donc, nous sommes là dans les prémices de l'aventure humaine avec un enfant, un bébé, dont je vous rappelle que il n'a pas réellement de conscience d'être parce qu'il n'y a pas de différence entre son propre corps et le corps de la mère. C'est-à-dire que le corps de la mère, c'est son corps. Jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à ce qu'il soit sorti de l'utérus, eh bien, il faisait partie de quelque chose de plus vaste qui était son propre corps. Donc là, il se retrouve, à proprement parler, sans corps. Ou alors, avec un trou. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, et c'est pour ça qu'auparavant, vous savez qu'on mettait des bandelettes, on les enserrait. Si vous allez au musée de Cluny, juste à côté, là, vous verrez les berceaux pour enfants, ils sont très étroits, très serrés, parce que les enfants sont perdus dans le ciel du langage déjà. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de repère pour eux. C'est impossible de se situer parce qu'ils sont juste une pure perception sans avoir de corps. Puisque nous sommes cette espèce néoténique, je vous rappelle, où nous sommes sous l'emprise de l'autre qui doit s'occuper de nous et sans lequel nous ne pourrions pas survivre. Donc, ce sont les soins de la mère qui, petit à petit, vont permettre à l'enfant de se constituer un corps. Parce que ce n'est pas la mère qui donne le corps de l'enfant, mais c'est l'enfant qui va progressivement, par la manière qu'il va avoir de s'imaginer, de se représenter le corps de la mère, va progressivement se construire son propre corps qui, au début, est un trou. Il faut imaginer une pensée sans corps, disons avec un corps embryonnaire qu'il ne maîtrise pas et qui n'est pas achevé, qui n'est pas fini, dont
le travail consiste à le construire, à se construire un corps, comme si, au fond, il y avait un mode d'emploi, mais qui n'est pas livré comme dans les meubles Ikea, hein, avec tout en vrac et il suffit d'assembler. Non, là, il s'agit de construire psychiquement le corps avec un jeu de rapport à l'autre. Cet autre-là, bien sûr, c'est la mère. Mais attention, c'est un autre, comme nous l'avons déjà vu, qui est de l'autre côté, mais qui n'est pas encore sexué. Sexué, alors les mots sont très importants, parce que là, nous avons toute l'ambiguïté, l'ambivalence avec la sexualité et la sexuation. La sexualité, d'une part, ce sont les procédés par lesquels, psychiquement, l'enfant va mettre en place des stratégies qui sont des stratégies fantasmatiques, hein, c'est-à-dire liées à l'imaginaire, un certain mode de représentation ou trouver une jouissance substitutive imaginaire à un besoin réel qui, lui, n'est pas assouvi. Donc, c'est une manière de se représenter. Quand l'enfant ne peut pas téter, il suffit qu'il s'imagine téter, qu'il ferme les yeux et qu'il bouge ses lèvres convulsivement et il peut éprouver donc une jouissance imaginaire en lieu et place de la satisfaction d'un besoin réel qui aurait été de manger. Donc, par cette manière d'activer très rapidement sa psyché, psyché ça veut dire miroir, je vous rappelle, donc l'enfant se situe dans une phase spéculaire, scopique, avec la mère, à partir de laquelle il va pouvoir construire son corps. Et évidemment, c'est là où les termes sont importants, parce qu'il y a eu sexuation. C'est-à-dire coupure. Hein, le sexe, c'est la coupure. Et la sexualité, c'est une manière imaginaire de compenser la coupure. Mais la sexuation a lieu, aura toujours eu lieu, puisque l'enfant est sorti de l'utérus. Et donc, c'est à partir de ce rapport de l'enfant à la mère que va se construire le corps qui lui permet d'imaginer avoir sa propre autonomie. Qui vaut un temps dans l'expérience humaine, c'est là la maison de l'homme. Tenez à ce que vous notez toutes les résonances que vous voudrez, y compris astrologiques. L'homme trouve sa maison en un point, situé dans l'autre, au-delà de l'image dont nous sommes teints. Et cette place représente l'absence où nous sommes, à supposer ce qui arrive, qu'elle se révèle pour ce qu'elle est, la présence ailleurs qui fait cette place comme absente. Alors, elle est la reine du jeu. Elle s'empare de l'image qui la supporte. L'image spéculaire devient l'image du double, avec ce qu'elle apporte d'étrangeté radicale, et pour employer des termes qui prennent leur signification de s'opposer aux termes hegeliens, en nous faisant apparaître comme obligés de nous révéler la non-autonomie du sujet. Alors c'est là où apparaît la première possibilité pour l'enfant de concevoir l'unité comme une totalité. Je m'explique. Il était auparavant parti d'un tout. Il doit se construire lui-même, donc, son unité, son autonomie, son unité corporelle, à partir de quelque chose qui était un tout.
ça fonctionne par un mode spéculaire. Donc ça veut dire qu'il y a un autre, mais cet autre-là, je vous le rappelle, donc c'est là où justement les traductions de Freud et même le texte même de Freud a souvent été mal transcrit avant d'être mal traduit. C'est-à-dire avant d'être la sexual tribe qui va entraîner ce qu'on appelle la sexualité infantile, mais il faut bien savoir ce que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise ça comme si les enfants étaient sexualisés. Non, il ne faut pas les sexualiser, les enfants. Ça se passe sur un plan exclusivement psychique, parce que avant la sexual tribe, c'est la Geschlechtstrieb. Et le Geschlechtstrieb peut être traduit, donc on le traduit maintenant par pulsion de genre, mais c'est pas tout à fait genre, c'est l'espèce même au sens de Geschlecht, c'est la race en allemand. Donc c'est l'espèce humaine en tant que c'est un corps humain, avant d'être le corps d'un homme ou le corps d'une femme. Donc l'enfant, il est là dans ce rapport où il va mettre en place une sorte de dialectique silencieuse, bien sûr, mais qui n'en est pas moins une dialectique, parce qu'il va se trouver lui-même porté par ses impressions et ses sensations, et le réel qui est lié à la dimension de la parole, à éprouver quelque chose de cet écart entre l'unité et la totalité. C'est bien, parce que ce n'est pas ça que comme truchement, l'ordre parlant institue ce principe constitué comme un puzzle qui fait de l'objet féminin privilégié la mère en tant qu'elle est interdite. C'est la bien ordonnée. Voilà. Qu'il n'y a pas de place possible dans une union qui serait définie comme sexuelle entre l'homme et la femme. C'est bien là que ce que nous appréhendons dans le discours cigarette, c'est que l'un uniforme, l'un tout n'est pas dont il s'agit dans l'identification. L'un et l'être, c'est le premier problème qui se pose. Son être à lui, il n'est pas en lui. Lui, il est dans la pensée, puisqu'il n'a pas de corps. Donc l'être qui est là, c'est l'être de la mère. L'être à partir duquel il va se construire son propre corps à lui. Donc nous sommes dans ce rapport de l'un à l'être et du rapport d'une unité à la totalité. Le 1, donc, il y en a 3 de 1. Il y a le 1 en tant que tout, c'est ce de quoi j'essaye de parler, le 1 tout, c'est-à-dire la totalité en tant qu'elle constitue une unité, le 1 d'une unité de l'un parmi les autres. Être un parmi les autres, c'est un autre 1, et puis il y a le 1 du numéro 1, c'est-à-dire ce qui vient en premier, c'est-à-dire le 1 ordinal. Donc nous avons, avec le mot 1, déjà la structure du 3. Le 3, je vous rappelle que ça, c'est ce qui signifie le réel. Le réel est toujours 3, puisque ce n'est pas forcément le troisième cercle dans l'imaginaire symbolique et réel, mais c'est le fait qu'il y en ait toujours 3. Qu'il y ait imaginaire, symbolique et réel. Et très souvent, en fait, ce qu'on croit être le premier n'est que le premier moment de quelque chose qui aura eu lieu au préalable, comme l'apparition du 0 dans les mathématiques qui vient après coup. Et donc, s'il y a 0 et 1, il y a déjà 3, paradoxalement, puisqu'il y a quelque chose entre les deux. Donc nous sommes là dans cette notion d'unité-totalité que je vais essayer de déployer. Il y a un savoir qui ne se sait pas. J'ai déjà dit, il est actuel au niveau de S2, soit celui qui s'appelle
L'autre signifiant, déjà assez insisté là-dessus l'année dernière, cet autre signifiant, le vôtre de l'autre du grand sac, en effet, je pense, c'est lui qui donne, tel un cheval de Troie monstrueux, la fille de ce fantasme, savoir totalité. Il est bien clair, pourtant, que sa fonction implique que quelque chose qui vienne frapper dehors, dont jamais rien n'en sortira. Suite aux travaux de Mélanie Klein, l'enfant va placer le corps de la mère comme le contenant suprême, puisque lui, il sort de là. Et donc, il va imaginer que dans son rapport avec les objets qui vont lui être présentés, lui-même n'est pas ces objets, mais le corps de la mère est ce qui contient tous les objets. C'est en ça où le corps de la mère est le constituant primitif, primordial de tous les objets. C'est en tant qu'à partir d'un certain moment, le sujet se reconnaît dans une expérience originale comme séparé de sa propre image et comme ayant un certain rapport électif avec l'image de son propre corps. Voilà. Donc l'expérience que fait l'enfant par rapport à sa mère, là, c'est de se trouver lui-même séparé de son image et ayant un rapport électif à l'image de son propre corps. Donc c'est à partir de là qu'il va s'imaginer, parce que c'est de là que viendra le fait de s'imaginer. C'est vraiment la naissance de l'imaginaire. C'est-à-dire, l'imaginaire, c'est s'imaginer, et l'imagination, c'est imaginer. Donc, il s'imagine, à partir de cet écart qu'il y a entre l'image du corps de la mère et le rapport électif qu'il a à l'image de son propre corps qu'il doit construire à l'image du corps de la mère. C'est pour ça qu'il est important de replacer cette Geschlechtstrieb, parce que bien sûr, c'est le corps de la mère en tant qu'il est un corps humain et qu'il appartient à l'espèce humaine. Et nous parlons là de sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore là de possibilité de représentation de lui-même comme un moi. Le moi, c'est une aliénation à l'autre d'un certain type qui demande justement un petit autre. Là, il est en prise directe avec le langage, bien qu'il n'en sache rien, et l'image en tant qu'elle lui propose donc ce clivage entre l'image d'un corps et le rapport imaginaire qu'il a à son propre corps à construire à l'image de cet autre corps qui est le corps de la mère. À un certain moment va intervenir donc le petit frère, le camarade, etc., qui vont être la possibilité pour l'enfant de distinguer et de dissocier donc le petit autre, c'est-à-dire l'image du semblable sur laquelle il peut se fixer par modélisation par rapport à une manière de s'imaginer lui-même par rapport à un corps humain. Il y a bien des façons de vous rappeler que l'articulation du sujet au petit autre et l'articulation du sujet au grand autre ne vivent pas séparés dans ce que je vous démontre. C'est-à-dire fonction dépendance reflète effectivement le moi idéal et l'idéal du moi. Rappelons donc comment le rapport spéculaire se trouve inséré, se trouve donc prendre sa place, se trouve dépendre de ce qui fait que le sujet se constitue au lieu de l'autre. Constitue, marque, rapport au signifiant. Ça, c'est un stade qui est postérieur et qui deviendra intéressant, notamment dans l'exemple que donne Lacan, le reprenant à Saint-Augustin, de la naissance de la haine sous la forme d'une jalouissance, c'est-à-dire une jouissance jalouse de voir le petit frère téter le sein de la mère. On en reste, c'est bien en quoi j'ai dit que le petit âge
semblant d'être. On en reste à la notion, c'est là que l'analyse, comme toujours, enfin, est un petit peu boiteuse. On en reste à la haine jalouse, celle qui jaillit de la jalouissance, de celle qui s'imaginisse du regard. C'est saint Augustin qui l'observe, le petit bonhomme. Hein. Il est là entière. Il observe le petit bonhomme et voit Palidus, enfin, il en pâlit, enfin, d'observer suspendu à la tétine son lactanéum. Oui. Heureusement que c'est la jouissance substitutive première, n'est-ce pas, dans l'énonciation freudienne. Le désir évoqué d'une métonymie qui s'inscrit d'une demande supposée adressée à l'autre, de ce noyau de ce que j'ai appelé digne, la chose freudienne en d'autres termes. Le prochain même que Freud se refuse à aimer au-delà de certaines limites, n'est-ce pas? L'enfant regardait, lui, là, le petit A. Est-ce qu'avoir, là, c'est l'être? Dans la constitution de ce corps pour l'enfant, il y a effectivement ce rapport-là qui est un rapport fondamental. On peut dire qu'on est aux fondations de la constitution de l'être du sujet de l'enfant, puisque l'être lui-même, nous allons voir, l'enfant n'y arrive jamais, n'y accède jamais. Nous n'y accédons jamais à l'être. Mais nous accédons à l'être du sujet, c'est-à-dire c'est à partir d'une dimension subjective, fantasmatique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pensées. Les pensées, pour nous aujourd'hui, on considère ça comme oui, ce sont des pensées, c'est secondaire, etc. Mais pour un enfant, c'est pas du tout ça, c'est pas le cas. Les pensées, c'est ce qui est réellement. C'est-à-dire que ce qu'il se figure, ce qu'il représente qui est, comme on le voit dans le fantasme, c'est ce qui est réellement pour lui. Donc les pensées sont très importantes pour l'enfant. Et c'est pour ça qu'en psychanalyse, on peut dire qu'il y a un seul péché, c'est le péché d'orgueil. Nous croyons à la toute-puissance de nos pensées parce que, justement, les pensées sont originellement ce qui est pour nous. Donc, dans cette construction, bien sûr, cette construction plutôt du corps va se doubler de ce qui s'appelle l'Oedipe. Je vous rappelle l'importance de l'Oedipe pour la psychanalyse, contrairement aux pseudo-psychanalystes et aux mauvais psychanalystes qui évacuent ça comme étant quelque chose de dépassé. Ça, ce n'est jamais dépassé, puisque c'est la base de la construction psychique. Chez Freud, comme chez Lacan, ce n'est jamais laissé de côté. Donc, à un moment, le petit garçon, par exemple, va se voir attribuer un pénis. Mais par ce moment de l'Oedipe qui lui attribue un pénis, on peut dire que à ce moment-là, il se trouve simultanément privé de phallus. C'est ça le paradoxe. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, notamment dans ces subtilités qui concernent la dimension du phallus. Et pour s'imaginer ça, c'est pas très difficile. Il suffit de repenser à l'expérience du Viagra, avec le fait que le fait même de gober une petite pilule bleue pour l'homme qui décide d'avoir des relations sexuelles, le dote artificiellement d'un pénis, mais simultanément le prive de phallus. C'est ça qui est important, puisque le phallus lui-même, ce n'est pas le pénis. Le phallus, c'est le pouvoir-être. Et donc, du moment que est éliminé ce pouvoir-être, qui est le pouvoir-être ou le faire-être de la parole, eh bien, il n'y a plus de dimension phallique, puisque là, on rentre dans quelque chose de mécanique et qui n'est plus, justement, la possibilité d'être, qui disparaît tout le temps. Le phallus, c'est quelque chose qui fuit, qui est jamais là où on l'attend et qui n'est jamais là de manière représentante, plutôt qui n'est jamais qui est jamais
qui est impossible à atteindre par la représentation. De ce fait, il fuit tout le temps, de la même manière que le sujet. Le sujet se trouve séparé de sa propre image, puisque pour lui, au départ, il faisait partie d'une totalité qui est perdue. La totalité ne s'appréhende, ne s'aborde que par l'angle de sa perte. Et donc, séparé de sa propre image, il va essayer de rejoindre quelque chose parce qu'il a aussi une affinité propre à l'image de son corps. Donc, dans un premier temps, la notion de un, le plus important, c'est que cette notion de un, elle est du côté de l'autre. C'est l'un et l'autre, qu'on écrit ET ou EST. L'enfant se trouve privé de son propre être, puisqu'il n'a pas de corps, et ce qui fait unité, c'est cette unité-totalité qui est manifestée par l'autre. C'est-à-dire au fur et à mesure que se déploie cette notion d'altérité de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est plus identifié au corps de la mère, mais il doit s'identifier au corps que représente l'autre. Donc nous sommes là aux prémices des possibilités dialectiques qui vont entraîner toutes sortes de malentendus. Déjà, rien que dans la petite image exemplaire, nous parle la démonstration du stade du miroir, dans ce moment dit jubilatoire où l'enfant s'assume une totalité fonctionnant comme telle dans son image spéculaire, parce que depuis toujours, je n'ai pas rappelé le rapport essentiel à ce moment de ce mouvement qui fait que le petit enfant qui vient se saisir dans cette expérience inaugurale de la reconnaissance du miroir se retourne vers celui qui le porte, qui le supporte, qui le soutient, qui est là derrière lui, vers l'adulte, se retourne dans un mouvement vraiment tellement fréquent, je dirais constant, que chacun, je pense, peut avoir le souvenir de ce mouvement, il se retourne vers celui donc qui le porte, vers l'adulte, vers celui qui là représente le grand autre, comme pour appeler en quelque sorte son assentiment vers ce que, à ce moment, l'enfant dont nous nous efforçons d'assumer le contenu de l'expérience, dont nous reconstruisons dans le stade du miroir, quel est le sens de ce moment, en le faisant se reporter de ce mouvement mutation de la tête qui se retourne et qui revient vers l'image, semble lui demander d'entériner la valeur de cette image. C'est ce qui amène justement à ce rapport faussé que nous avons avec l'autre. Parce que l'enfant, je vous rappelle, est dans une position de minorité, c'est-à-dire qu'il a besoin de cet autre. Il ne peut pas se débrouiller seul. Et donc, d'une certaine manière, en attribuant la puissance à l'autre, lui, il n'a pas l'impression de lui attribuer. C'est-à-dire que l'autre a une puissance que lui-même n'a pas. Donc, en attribuant cette puissance à l'autre, il va pouvoir cacher, dissimuler ses propres tendances, ses propres désirs, en confortant l'autre dans la position de puissance dans laquelle cet autre est. Donc là, vous comprenez mieux, et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui, de, je dirais, la croyance, mais qui est une croyance déniée, bien sûr, puisque il n'y a pas longtemps, on vous demande de trust science, donc croire à la science, faire confiance à la science. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça ? Eh bien, on est en train d'installer un grand autre tout-puissant qui garantirait le sens ultime de ce qui se passe, indépendamment de nous-mêmes. Donc, ça nous conforte dans cette position de minorité
où nous devrions attendre qu'un autre, auparavant c'était un Dieu, ou Dieu lui-même. Mais là, maintenant, c'est la science, la nature, la mer, les médias, etc. C'est-à-dire, nous en remettons toujours à un autre qui, lui, posséderait les possibilités de garantir notre propre position. Voilà, ça, c'est un état de minorité. Et l'état de minorité, comme le dit déjà Kant dans son Anthropologie, c'est de là qu'il nous faut sortir. Parce que une analyse réussie, c'est celle qui amène le sujet à son autonomie. Autonomie, ça ne veut pas dire qu'il peut vivre tout seul. Ça veut dire qu'il a réduit assez le nombre de signifiants, comme dans un jeu d'échecs, où tout se joue en fin de partie, où il faut avoir osé sacrifier sa reine, d'une certaine manière, et avoir très peu de cases sur lesquelles pouvoir se déplacer pour jouer quelque chose de son destin. Et là, il n'y a plus de possibilité de s'abriter derrière un grand autre tout-puissant, derrière lequel on pourrait continuer à cacher qui on est. C'est là où vous voyez que tous les grands systèmes du monde, et ce en quoi la psychanalyse n'est pas une Weltanschauung, reposent à chaque fois sur une vision globale. Or, cette idée de la globalité, de la totalité, non seulement elle est perdue, à jamais, on ne peut en faire l'expérience que par l'expérience de la perte elle-même de cette totalité, mais même l'analyse ne peut pas ramener à cette totalité. C'est-à-dire que ce qui est déchiré doit rester déchiré parce que ce n'est qu'imaginairement qu'on peut le combler. Et que, par exemple, si vous rencontrez des marxistes, vous allez voir, ils vont être dans un soi-disant athéisme, etc., mais leur grand hôte est un grand hôte totalement métaphysique aussi, le communisme, etc., parce que ils dissimulent derrière cette puissance-là les avanies de leur propre sujet auxquels ils ne veulent pas se confronter. Parce que ça vient de la position infantile qui fait que dès que je puis me mettre à l'abri de l'autre, que je considère comme non castré, eh bien, je peux dissimuler mes désirs et des tendances au nom d'un idéal. Ce qui fait dire à Dostoïevski que l'amour abstrait de l'humanité est toujours un égoïsme. Et il a raison. Parce que c'est la meilleure manière, derrière ce genre de croyances qui n'en sont pas, qui ne sont pas assumées en tant que telles. Parce que croire en la science, par exemple, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une croyance ? La science n'est rien d'autre qu'un discours d'élimination du sujet. Non seulement ça a été dit et démontré par Lacan, mais en plus, quelqu'un comme Grothendieck, par exemple, qui n'est pas suspectable d'être un obscurantiste planeur, puisque c'est un des plus grands mathématiciens qui ait jamais vécu, selon mon ami voisin, là, qui enseigne les mathématiques à l'ENS et qui est d'un très haut niveau et qui a connu Grothendieck, eh bien, lui disait qu'il fallait sortir, justement, de cette science-là, qui est un appauvrissement des possibilités de l'être. Alors il faut bien comprendre ça d'un point de vue dialectique. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'arrêter ce qui est en cours, etc. Mais il s'agit pour le sujet de sortir de cette croyance dans un autre non castré, qu'on va toujours déplacer quelque part, que ce soit sa propre femme, que ce soit sa mère, que ce soit son père, que ce soit la science, que ce soit aujourd'hui les neurosciences, par exemple. Enfin, les neurosciences, c'est une partie de la science, donc c'est quelque chose de totalement perverti du point de vue du rapport du sujet à l'être et de l'être au sujet. Nous sommes dans un rapport décentré, c'est-à-dire notre sujet est décentré parce que notre être, nous n'y accédons pas. Et donc, il s'agit de tirer toutes les conséquences de ça. La maturité, le fait de sortir de notre propre minorité présuppose que l'analyse aura été menée jusqu'à son terme logique, ce qui veut dire que nous acceptons que l'autre soit castré. Le grand autre est un autre barré chez Lacan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie. Ça, c'est la condition de l'éthique. Si je fais des actes et que je les trouve garantis par un autre non castré qui me reconnaîtrait comme ayant fait le bien ou le bon, etc.,
ça veut dire que ce n'est pas un acte éthique. Un acte éthique doit reposer sur la parole et la responsabilité pleine et entière du sujet. Sa responsabilité, il répond de ce qu'il dit et de sa position, et il ne compte pas sur un autre pour le rattraper, pour le protéger, pour garantir le sens ultime de ses propos, qu'en vérité il voulait dire ça, ça et ça, etc. C'est pour ça que l'erreur de bonne foi est de toute la plus impardonnable. Et ce que nous traversons en ce moment, c'est justement une crise de foi. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus que de la croyance partout, mais masqué, enjolivé, paré, habillé de tous les termes scientifiques, mais ce n'est pas de la science, ce sont des modélisations informatiques qui sont juste des calculs informatiques, et donc c'est de l'imaginaire, c'est de la projection informatique. Ça n'a rien à voir avec la science de Bacon ou celle de Newton. C'est juste du postmodernisme, et donc voilà aujourd'hui les enjeux de l'approche psychanalytique qui revient sur ce rapport à l'autre, et notamment à l'autre non castré, qu'on voudrait toujours voir exister pour nous protéger derrière de notre fragilité que nous pressentons comme étant quelque chose d'un souvenir très ancien de n'être rien. Un bébé n'est rien par rapport à sa mère, et ce à quoi il doit... Les défilés du signifiant par lesquels il doit passer pour arriver à se construire comme un homme, c'est-à-dire en tant qu'homme, au sens générique du terme, bien sûr, puisque c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu de la psychanalyse, il est aussi de ramener à ces dimensions-là, qui sont des dimensions qui ont toujours eu lieu, mais que seule la psychanalyse a été capable de discerner par l'écart qui a été fait justement entre l'être et le sujet, ce qu'on retrouve dans la fameuse formule qui résume la psychanalyse, qui est celle de Freud, bien sûr, wo es war, soll ich werden. Là où ça était, où il y avait de l'être de la mère qui est là, alors que je n'ai aucun être, puisque je suis juste un sujet, je suis juste une pensée. Un bébé, un tout petit bébé, un nourrisson, c'est déjà une pensée. Et sa pensée, c'est ce qui est, c'est ce qui le fait être. Et ce, à partir de quoi il va essayer de construire son être, mais qui est à jamais inaccessible, puisque c'est l'être de l'autre. C'est là où nous sommes dans une dialectique. Pris dans une dialectique, donc il s'agit de retrouver cette dialectique appliquée à nous-mêmes. Le fait de considérer l'être humain et de se considérer comme un être humain, c'est se considérer comme un être à qui il manque quelque chose, et il manquera toujours quelque chose. C'est là que peut apparaître le désir, et c'est par là, justement, que peut s'entrevoir la dimension et la fertilité de cette notion qui s'appelle dialectique. Dans la dialectique de l'être, à l'intérieur de cette expérience de l'un, qui est évidemment l'un de Parménide, hein, c'est vraiment le texte de Platon que Lacan étudie dans ou pire, qui est la condition de perception de notre rapport au phallus, de ce qu'il en est de ce phallus-là. C'est par cette dialectique et nulle part ailleurs que nous accédons à ce rapport au phallus qui nous constitue. Je vous rappelle que le phallus, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la puissance, mais pas au sens de la toute-puissance. Au sens de la toute-puissance, c'est toujours le manifeste d'un déficit de puissance. La puissance, c'est ce qui fait être. Voilà. C'est pour ça que l'autre fois, je vous ai parlé du mythos, la parole qui fait être. Fiat lux, que la lumière soit et la lumière fut. Là, vous êtes dans le pouvoir-être de la parole. Parce qu'il y avait déjà un pas franchi par Parménide. Dans ce milieu où il s'agissait, en somme, de savoir ce qu'il en est du réel. En somme, toujours tout cela. Le vrai on a dit que c'était l'erreur de la terre, quelque chose. J'aimerais ça, mes petits gars. C'est pas quelqu'un qui sait, c'est le seul facteur.
toute cette substance dont il s'agissait, c'était d'être. C'est ça, le pape. Le pape Platon, c'est différent. C'est de montrer, de dire qu'on essaie de dire d'une façon articulée ce qui signifie ces difficultés. Et le réel, c'est dans cette voie qu'il faut chercher. Donc, pour la psychanalyse, il n'y a rien de plus névrosant. Non pas de perdre le phallus, d'être castré, de s'imaginer être impuissant ou faible ou fragile, etc. Il n'y a rien de plus névrosant que de vouloir maintenir à tout prix un autre non castré. Un grand autre non castré, puisque c'est ce qui nous tient dans une minorité. C'est ce qui fait qu'il y a cette obéissance servile aux commandements les plus débiles, comme celle de la guenille faciale pour arrêter un virus respiratoire ou l'inoculation de produits géniques expérimentaux sortis au bout de 10 mois, etc. Comment peut-on en arriver là, si ce n'est en maintenant, par devers soi, l'idée d'un autre non castré. Alors les gens ont beau dire « je suis athée », etc. Dès qu'ils disent « moi je crois à la science », on n'est pas du tout athée quand on croit à la science, puisqu'on a juste déplacé, comme les communistes déplacent dans le progrès historique, le grand autre. Donc c'est un idéal non castré. Non, la psychanalyse, quand je vous dis la psychanalyse, c'est le lien social déterminé par la pratique d'une analyse menée jusqu'à son terme logique. Le terme logique, c'est la castration du grand autre. En tout cas, pour le sujet et pour les conséquences qu'il en tire dans sa vie de tous les jours. Donc, ce qui détermine le lien social qu'il va avoir, c'est de se mettre au service de ce discours. Et évidemment, la substitution, là, a lieu. Donc, loin de je suis celui qui, comme Miller, qui s'imagine être celui que Lacan a choisi, etc. Donc, c'est lui, le grand autre non castré, il est ridicule. En fait, Lacan dit je suis au service d'un discours. Je suis au service du discours de l'analyste. Le déplacement, c'est là qu'il a lieu. Ce n'est pas moi qui vaincrai, c'est le discours que je sers. Et c'est ce discours, pour être le dernier arrivé, n'en est pas moins celui qui, à l'origine, était déjà dans la potentialité d'advenir, puisqu'il est l'envers. Plutôt, le discours du maître est son envers. Donc, ça commence par le discours du maître et ça peut se déployer justement en discours de l'analyste où le sujet trouve là les possibilités d'assomption de son propre manque originel qu'il ne cherche plus à combler parce que la psychanalyse ne peut pas restituer quelque chose qui a été originellement perdu. Au contraire, la noblesse de la psychanalyse, c'est de ne pas recoudre artificiellement et faire croire des balivernes que tout s'arrangerait, etc. Il s'agit de faire au contraire avec ce qui est originellement déchiré, cassé, castré. Ce à quoi nous prépare le discours de l'analyste, le pouvoir du signifiant. Donc le signifiant lui-même, c'est ce à quoi nous sommes convoqués à nous confronter. L'expérience qui est citée par Lacan du père qui dit, en présentant un chien à son enfant, c'est le chien. Et l'enfant, lui, à un moment, il va dire c'est un wawa. Alors, le père s'en ouvre à Lacan et lui dit mais comment se fait-il alors que je lui ai désigné le chien en lui disant c'est le chien, il a bien entendu, et il va dire c'est un wawa. Si l'enfant substitue wawa au chien, il est en train de faire une expérience fondamentale qui est l'expérience du langage lui-même. C'est-à-dire le wawa, là, ce n'est rien d'autre que
l'apparition de la métaphore. Je vous rappelle que la métaphore, c'est une verticalisation dans la substitution du signifiant par un autre signifiant. Ça fonctionne de manière métonymique, la chaîne signifiante, marabout, bout de ficelle, céleri, etc. Et là, il y a usure des métonymies et passage au plan supérieur. Donc, pour désigner la même chose, l'enfant va inventer un signifiant et il va le choisir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, il va utiliser le bruit que fait le chien dans un premier temps, c'est-à-dire ce qui est l'émission laryngée du chien, pour donner lui, c'est ça l'autonomie, c'est-à-dire sa manière d'être autonome. Ça ne veut pas dire sans les autres, ça veut dire comment la loi s'applique à lui-même avec ses propres signifiants. Et si les parents, là, s'avisent de dire que mais alors c'est pas ça, il faut l'appeler le chien, etc. En fait, ils risquent de présenter non seulement des réactions émotionnelles très vives et de se mettre en difficulté sur le plan pathologique, mais il risque de se bloquer psychiquement parce qu'il est en train, justement, là, de devenir un homme en jouant la substitution d'un signifiant par un autre signifiant et en se mettant dans le jeu de la métaphore. Car, on l'a déjà assez souligné ici assez souvent, c'est qu'il n'y a de progrès que symbolique. Et là, vous assistez, quand on dit à un enfant c'est le chien et que l'enfant dit c'est un wawa, eh bien vous assistez à un progrès symbolique, paradoxalement. Parce que il vient de créer la métaphore. Là. Ça, c'est toute la possibilité, justement, enfantine, que repère Freud. Freud dit dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, si on avait observé avec assez d'attention les enfants, je n'aurais pas eu à écrire tous ces livres. Mais bien sûr, parce que l'enfant représente, lui, les possibilités de l'enfant en tant que père de l'homme, comme dit Lacan, de reconstruire une genèse par la parole, puisque nous sommes amenés à nous régénérer par la parole et à nous engendrer nous-mêmes par la parole. C'est ça le sens de l'acheminement vers la parole et l'acheminement par la cure analytique, c'est-à-dire arriver à transmuter l'instant présent du monde dans la parole, alors que le monde entier est orienté dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire coller tout ce qui a lieu dans des pseudo-paroles préexistantes dans lesquelles il s'agit de rentrer dans des cases, comme l'algorithmage, le grand moment de l'algorithme. L'algorithme, originellement, c'est pas ça. C'est pas pour servir des procès de rétrécissement du langage et donc de rétrécissement de l'homme. C'est absolument l'inverse. Au départ, ça doit servir une logique. Par exemple, S barré, poinçon petit a, c'est un algorithme. L'imaginaire symbolique réel, c'est un algorithme. Mais c'est un algorithme qui permet justement le progrès humain en tant qu'il est un progrès dû et dans et par le symbolique. Parce qu'il n'y a pas d'autre progrès viable pour l'être humain que par le symbolique. Wa wa wa, di toutou, miaou, fais le matou, c'est là tout le langage du chien et du minou. D'appeler le chien wawa, ça va permettre à l'enfant ensuite de dire que c'est le chat qui fait wawa et le chien qui fait miaou, et puis il peut appeler wawa toutes sortes d'objets, parce que ce qui va définir le signifiant, c'est sa capacité de circulation, de se substituer à chaque fois à un autre signifiant. Et là, il rentre dans la chaîne signifiante, dans l'ordre du langage. Voilà ce en quoi le progrès symbolique peut avoir lieu. C'est-à-dire que là, il rentre dans la joie et l'enjeu qui est lié à la possibilité d'être en rapport avec le langage et de faire un progrès. C'est là que le seul progrès peut avoir lieu pour l'être humain, c'est dans l'ordre symbolique. Le progrès technologique n'est pas un progrès, c'est une régression sur le plan humain. Ça, aujourd'hui, tout le monde est là à s'ébahir devant l'innovation technologique, etc. Mais c'est ridicule. C'est ce qu'il y a d'essentiel pour l'être humain ne peut jamais être ni abordé, encore moins résolu, mais même pas perçu
par le monde technologique. Ça, c'est déjà depuis très longtemps, c'est comme ça, et ça ne changera jamais, puisque nous sommes des manifestes de la parole, nous sommes des parlêtres, des êtres parlants, et nous prenons notre sujet là, et c'est par rapport à notre relation au signifiant et au grand autre que nous pouvons nous acheminer vers notre propre émancipation, qui n'est pas une émancipation de type politique tel qu'on l'entrevoit dans des espèces de manifestes de gauche ou de trucs comme ça, parce que ça, c'est au contraire, c'est la matrice des totalitarismes tels qu'on les voit arriver. Ne vous y trompez pas, tous ceux qui étaient pour la vaccination obligatoire, etc., c'est majoritairement les gauchistes, et tous ceux qui ont participé à cette immense gabegie du covidio-climatisme et qui participent encore maintenant, c'est bien sûr au nom du bien, et puis en plus du bien de l'autre, bien sûr. Ben oui, un autre qui ne serait pas castré, pour dissimuler les avanies de la subjectivité. C'est pas pour rien que Harari ressemble à une crevette chauve, et que ce sont des gens qui sont les Bill Gates, ce sont des gens qui sont médiocres et totalement inaptes à se confronter à leur propre dimension subjective, qui vont inventer par compensation des mondes imaginaires dans lesquels la majorité des gens, malheureusement, se laissent prendre. Le grand autre lui-même, en fait, il est l'ordre du langage. Le travail de la psychanalyse consiste à apurer, comme dans un jeu d'échecs, c'est-à-dire faire tomber la plupart des signifiants inutiles pour arriver à un jeu où le sujet s'achemine vers sa propre autonomie, dans la mesure où, considérant l'altérité radicale de l'autre, il en arrive jusqu'à cette notion du phallus, ce phallus en tant que le signifiant. C'est pas le signifiant 1, c'est pas S1, c'est le fait qu'il y ait le signifiant, et que cette puissance du signifiant là, puisque nous sommes assujettis au signifiant, c'est de là que le sujet tire son mot, son nom de sujet, c'est de l'assujettissement au signifiant. Eh bien, ce rapport au signifiant va lui faire constater que le grand autre lui-même est barré. C'est-à-dire, le phallus n'appartient pas au grand autre. Il est quelque chose qui circule, qui n'est jamais là, qui est toujours là de manière virtuelle au sens puissant du terme, pas au sens de la réalité virtuelle, qui n'est juste qu'un affadissement et un aplatissement de la réalité ramenée à 2 dimensions. Le virtuel en tant que tel, c'est le réel de la présence-absence du signifiant qui, à l'exemple de la parole, est là sans être là. Si je parle, la parole fait être quelque chose qui est ne serait-ce que la parole elle-même, qui désigne et qui ouvre la possibilité d'un certain type de rapport à l'autre. Mais l'autre lui-même est castré, et donc ce déni du sujet, en tant qu'il est fondé par la parole, qui prend sa loi dans le désir, et que le désir lui-même prend sa loi du langage, ce déni-là, en quoi constitue l'idéologie dominante qui amène au discours de la science, eh bien c'est une idéologie d'élimination, d'éradication du sujet. Et évidemment, le contrepoint de ça, c'est de masquer les propres impasses subjectives en attribuant une toute-puissance à un autre. Donc c'est les idoles. Les idoles, c'est aussi bien les champions de je ne sais pas quoi que Dieu, la science ou n'importe quoi, pour justement dissimuler pour le sujet ses propres tendances derrière un autre qui ne serait pas castré. Un autre non châtré. Donc ça, c'est le premier point auquel je voulais arriver par rapport à l'idéologie actuelle et à quoi sert la psychanalyse, la vraie bien sûr, parce que ça n'a rien à voir avec les écoles de psychanalyse et l'inféodation au discours dominant, au discours capitaliste tel qu'on le trouve dans toutes les écoles de psychanalyse où ils se sont tous emmasqués le groin et fait l'apologie des gender studies qui sont justement la négation de la division sexuelle et de la différence sexuelle, ce à quoi le sujet est soumis, puisque sa dialectique, la dialectique dans laquelle le sujet est engagé, c'est une dialectique qui joue entre la jouissance et la séparation.
Évidemment, entre les deux termes de la dialectique, il est ramené à la jouissance, c'est revenir se fondre dans quelque chose d'indifférencié, ce qui ressemble bien sûr à la pulsion de mort, vous l'avez reconnu, et puis la séparation qui est une tension de soll ich werden. Je dois advenir en tant que sujet, dans la singularité absolue de mon sujet. Ce qui ne veut pas dire justement l'égoïsme, parce que le sujet c'est pas l'ego, le sujet c'est toujours quelque chose qui apparaît entre deux signifiants par la grâce du phallus lui-même, c'est-à-dire de la puissance contenue dans la parole qui fait être. Donc là, nous sommes dans une époque de négation absolue de la possibilité d'être contenu par la parole, qui est le champ de la psychanalyse, puisque la psychanalyse arrive à permettre au sujet l'assomption de sa singularité en tant que le grand autre lui-même est châtré. Il n'y a plus de possibilité de... comment ça s'appelle ? Il n'y a plus de possibilité de se fondre dans une Weltanschauung. Donc ça passe pas ni par la gauche, ni par la droite, ni par le marxisme, ni par rien du tout. C'est-à-dire que ce qui est mis en place par nous, c'est cette espèce d'état totalitaire par non-reconnaissance que la société, c'est notre propre refoulement, c'est-à-dire que ce de quoi nous ne voulons pas entendre parler. Et comme le souligne Lacan, il n'y a rien de plus névrosant que le fait de vouloir maintenir un grand autre non châtré.